Jeunes gens, bonjour, installez-vous confortablement. Je fais une intro dans l'intro, extrêmement rapidement parce que j'ai oublié de dire quelque chose d'important. J'ai écrit un livre sur le programme de première SPEMAT. J'ai écrit ce livre durant tout l'été. C'est des centaines et des centaines d'heures de boulot. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai fait en sorte d'écrire le meilleur livre de maths. Je me détache complètement de la logique que vous allez retrouver dans les autres éditions. Les autres éditions sont souvent des fiches récapitulatives, des exercices ou des cours qui sont complètement abstraits, qui n'ont aucun sens. Je suis complètement à contre-courant de ça, puisque j'inscris mon cours dans une démarche épistémologique, historique, c'est-à-dire que pour le cas présent des polynômes du second degré, je commence à parler du problème de la parabole d'Apollonius de Perge sous forme d'une conique. Mais tout ça est écrit de manière assez romancée, de sorte que tout le monde puisse le lire, même les adultes et en fait même les parents. Si jamais il y a des parents qui me regardent, vous pouvez acheter ce livre et le lire avec vos enfants et vous allez avoir une compréhension collective des choses. Comment est-ce qu'il est organisé? Eh bien, il est organisé différemment des livres que vous allez avoir à l'école. C'est-à-dire que ce n'est pas un amoncellement de théorèmes et de définitions. Vous voyez, on commence comme ça, on commence par parler un petit peu de la parabole. Voilà, comme ça, avec, tout est bien défini correctement. Donc, effectivement, il y a un peu de lecture, mais c'est avec cette lecture-là qui met vraiment du sens. Attention, je dis du sens, je dis pas de l'amusement. J'ai pas fait un livre pour rendre les maths rigolotes, d'accord? J'ai fait un livre pour respecter votre intelligence, parce que souvent, sans vous en rendre compte à travers des c'est trop une dinguerie, machin, Psartec, etc., en fait, on vous méprise en faisant ça, d'accord? Moi, je respecte votre intelligence, je crois en vous. Procurez-vous ce livre. À la fin du livre, à la fin de chaque chapitre, vous avez des vrais-faux. Le vrai-faux, c'est le meilleur moyen de réviser, de voir si vous avez bien compris de quoi il s'agissait. Après les vrais-faux, vous avez des exercices et vous avez également l'accès à un serveur Discord que j'offre en plus du livre. Donc le livre est à 26 € en format papier, c'est normal, c'est écrit en couleur et Amazon prend sa marge. Donc 26 balles, c'est pas vraiment moi qui ai choisi le prix. À la fin du livre, vous avez également des biographies sur les 21 penseurs principaux qui ont fait le programme et qui ont fait l'histoire. C'est le meilleur investissement que vous puissiez faire, en fait, 26 balles sur toute l'année. Vous avez accès à un serveur Discord sur lequel je répondrai à vos questions en plus et je mettrai de nouveaux exercices tout au long de l'année. Donc en fait, vous avez un accompagnement quasiment personnalisé. Pour 26 €, vous l'avez même à 10 € en format PDF sur Amazon et vous avez aussi l'accès à Discord. Voilà, c'était l'introduction de mon livre. Vous avez le sample qui est dispo sur Amazon si vous voulez lire les premières pages. Et moi, je vous le dis, si ça vous plaît pas, vous m'envoyez un mail et je vous rembourse. Voilà, bonne vidéo. C'est la reprise et on va parler d'un des chapitres les plus importants de l'année. Et normalement, vous allez démarrer par ce chapitre en classe de première SPEMAT. C'est un chapitre qui est fondamental, qui s'appelle donc les polynômes du second degré. Pourquoi? Parce qu'il va vous suivre tout au long de votre cursus scolaire en mathématiques et même en physique. Et en réalité, les polynômes du second degré sont présents de partout. C'est pour ça qu'on les étudie dès la classe de première. C'est un chapitre qui est relativement simple. Pour autant, dans la construction et la structure du cours que je vais vous présenter sur YouTube, il a fallu faire des choix parce que je dois aussi m'adapter à ce nouveau public, cette jeune audience qui a l'habitude d'avoir tout de suite via TikTok, etc. Ne cédez pas à la tentation de quitter cette vidéo au prétexte qu'elle serait trop longue, car la meilleure chose à faire, la meilleure façon de gagner du temps, c'est de prendre votre temps pour comprendre profondément le chapitre. Car si vous vous contentez d'une vidéo qui va vous expliquer seulement les formules en 1 minute, vous êtes certain que pour le prochain chapitre, par exemple sur les suites numériques, vous allez être obligé de revenir sur les anciennes vidéos que vous avez déjà regardées afin de recomprendre, de vous ressouvenir des formules. Si vous regardez ma vidéo convenablement avec un papier et un stylo, normalement, vous ne devriez jamais rien oublier. Un polynôme du second degré, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est avant tout un certain type de fonction. C'est une grande famille de fonctions. Il faut déjà commencer par expliquer ce qu'est un polynôme et ce qu'est le degré d'un polynôme. Donc, qu'est-ce qu'un polynôme? Un polynôme, vous voyez bien la manière dont c'est écrit, que c'est en 2 mots. Il y a poly et nôme. Poly, vous savez bien que ça veut dire plusieurs. Nôme, ça veut dire nombre, donc ça veut dire qu'il y a plusieurs nombres. Donc, en réalité, un polynôme, c'est plusieurs monômes. Voilà, donc un polynôme, c'est une somme de monômes. Alors, on n'est pas plus avancé si on ne sait pas ce qu'est un monôme. La définition, elle est toute simple. Un monôme, c'est un coefficient réel multiplié par x à une certaine puissance. Ça, ce sont les monômes. Je vais vous donner des exemples, ne paniquez pas. Par exemple, 5x4. Ça, c'est un monôme. Par exemple, moins 7x8. Ça, c'est un monôme. Qu'est-ce qui n'est pas un monôme? Par exemple, 4x puissance moins 2. Ça ne rentre pas dans le cadre des polynômes parce qu'il faut que les puissances soient entières. N, sous-entendu, quand on l'écrit, c'est toujours un nombre entier. Il y aura des sous-entendus comme ça tout au long de la vidéo, c'est normal. N, vous devez savoir que c'est un nombre entier. K, par convention, c'est un nombre réel. Donc ça, ce sont des monômes. Pas ça, bien sûr, ça.
Si on additionne des monômes, on obtient donc un polynôme, tout simplement. Et le degré d'un polynôme, eh ben, c'est la plus haute puissance. Donc si je prends une fonction polynomiale, alors il y a une différence entre un polynôme et une fonction polynomiale, mais vraiment on va faire la vue de langage. Si je considère cette fonction polynomiale, bah, le degré c'est quoi? On a dit que c'était l'exposant le plus grand. L'exposant le plus grand, c'est 5. Donc le degré c'est 5. Certains élèves se trompent et disent oui mais c'est 9 le plus fort. Non, 9 ce n'est qu'un coefficient, on s'en fiche complètement. C'est lui qui va dicter la cadence. Le degré d'un polynôme, c'est donc la plus haute de ses puissances. Ceci étant dit, on peut donc attaquer l'étude des polynômes du second degré, ou de degré 2. Un polynôme de degré 2, c'est donc une somme de monômes dont le plus haut degré est 2. On l'écrit traditionnellement comme ceci, ax carré plus bx plus c. A, B et C sont des nombres réels et il faut impérativement que A soit non nul. Sinon, c'est plus un polynôme de degré 2 parce que si A est nul, eh ben, c'est un polynôme de degré 1. Et un polynôme de degré 1, c'est quoi? C'est rien de plus qu'une fonction affine. Un polynôme de degré 0, c'est quoi? Bah, c'est les constantes. Voilà. Il faut que ça, ce soit clair pour vous. Il n'y a rien de difficile à comprendre. Ça, c'est une définition. Voilà, c'est la définition de ce qu'est un polynôme du second degré. Passons maintenant aux grands objectifs du cours. Les principaux buts de ce cours sont les suivants. Premièrement, l'étude du signe d'un polynôme de degré 2. Vous allez voir que c'est très simple, il suffit d'appliquer un petit algorithme qu'on appelle l'algorithme du discriminant. Pas de panique, c'est à la portée de tout le monde, à l'époque on faisait ça en troisième. Le deuxième point important, c'est l'étude des variations des polynômes du second degré. Essayer de trouver leur maximum, leur minimum, quand est-ce qu'ils croissent, quand est-ce qu'ils décroissent. Le dernier point, c'est la mise sous les différentes formes que sont la forme développée, la forme canonique et la forme factorisée. Une fois que vous savez faire tout ça, en réalité, vous savez tout faire. Le seul point sera d'être capable de poser parfois un problème. Par exemple, dans une figure géométrique, vous allez devoir vous-même créer votre équation polynomiale du second degré. On y reviendra. Il y aurait bien d'autres choses à dire sur les polynômes du second degré, mais j'aimerais vous parler brièvement d'un petit point historique. On l'a dit, la forme d'un polynôme du second degré, c'est ax carré plus bx plus c. Cette équation-là, ça traduit toujours graphiquement une parabole. Et alors, je me rends compte, malheureusement, que souvent dans vos cours, on vous dit une parabole. Tout le monde sait que globalement, une parabole, c'est une courbe en forme de U, mais vous ne savez pas réellement ce qu'est une parabole. J'en parle dans mon livre, Apollonius de Perge, qui est un des plus grands savants grecs de l'Antiquité, c'était à peu près moins 200 avant Jésus-Christ, comprend qu'une parabole, c'est l'intersection entre un cône et un plan. Plan qui coupe le cône parallèlement à l'une de ses génératrices. Une génératrice du cône, vous voyez, ce sont ces droites ici. Donc si vous coupez votre cône avec un plan qui est parallèle à l'une des génératrices, essayez de faire le dessin, vous pouvez le faire sur GeoGebra. J'ai mis les illustrations dans le bouquin, ça va vous donner quelque chose de cette forme-là. Et c'est ça la définition première d'une parabole. D'accord? Ça s'appelle, donc c'est l'étude des coniques d'Apollonius de Perge. C'est un des monuments des mathématiques, les coniques d'Apollonius de Perge. Une parabole, c'est donc ce type de courbe, un petit peu en forme de U, mais elles ont d'autres propriétés très intéressantes. Alors, je vais en développer une seule. Quand vous prenez une parabole, en fait, c'est pas anodin comme type de courbe, parce que c'est un ensemble de points. C'est l'ensemble des points qui sont équidistants d'un foyer et de ce qu'on appelle une directrice. Si vous prenez n'importe quel point de la parabole, alors évidemment, il aurait fallu faire des calculs un petit peu plus précis, là j'ai fait à la volée, donc ça va pas être représentatif. Mais si vous prenez un point de la parabole, par exemple celui-là, eh ben, il est à égale distance du foyer et de la génératrice. Je m'excuse, évidemment, ce trait-là est beaucoup plus petit que celui-là. Mais comprenez que si j'avais fait les choses vraiment avec du papier millimétré, ça aurait donné ça. Vous prenez ce point-là, il est à égale distance de ça et de ça. C'est l'ensemble des points qui vérifient l'équidistance entre un foyer et une génératrice. C'est ça une parabole. Et j'aimerais que mon audience le comprenne, parce que ça ne sert à rien d'évoquer qu'un polynôme du second degré, c'est une parabole, si on n'explique pas à la jeunesse ce qu'est une parabole. Et malheureusement, c'est une défaillance que j'observe dans énormément de cours de professeurs du lycée. Donc, chers collègues, n'hésitez pas à présenter ça, ça donnera un petit peu d'intérêt, et rien ne vous empêcherait d'aller un petit peu plus loin en donnant un contexte physique, parce que la parabole, elle a des propriétés physiques. Si vous faites passer un laser lumineux, comme ça, il va passer par le foyer et il va ressortir ensuite comme ça. C'est pour ça que les phares de voiture sont en forme de parabole. Ça permet de diriger la lumière comme on le souhaite. Petite parenthèse sur la parabole, je pense qu'elle est importante. Donc, les polynômes du second degré, on a dit que ce qui nous intéressait, c'était l'étude du signe. Pour étudier un signe d'un polynôme de second degré, c'est pas bien compliqué. Le problème, c'est que je suis obligé de faire un anachronisme. Je suis obligé de vous parler dans un premier lieu de l'algorithme du discriminant. Normalement, dans un cours structuré, comme dans mon livre, on commence par la mise sous forme canonique et ce qu'on appelle la complétion du carré.
Je vous mettrai une très bonne vidéo dans la description qui parle de la complétion du carré. Historiquement, algébriquement, c'est comme ça qu'on a résolu les équations polynômes de degré 2 égale à 0. Parce que c'est ça qui nous intéresse. C'est de savoir quand est-ce que notre polynôme s'annule, c'est-à-dire quand est-ce que notre parabole touche l'axe des abscisses. Vous voyez que dans le cadre de la parabole que j'ai tracée ici pour mon exemple, la parabole ne touche pas l'axe des abscisses. Donc dans l'algorithme du discriminant, concrètement, on nous renverrait une erreur. Alors l'algorithme du discriminant, il est très simple. On l'appelle discriminant. Pourquoi? Justement parce qu'il va faire une disjonction de cas. Donc il y aura 3 cas différents et donc il y a une sorte de discrimination en fonction des cas. Ce discriminant, dans un premier temps, ne cherchez pas à comprendre, simplement acceptez le fait que ce soit vrai. Ce discriminant, on l'appelle delta, parce que discriminant, ça commence par un D, et delta, c'est le D majuscule en grec. Le calcul s'écrit de la sorte. B carré moins 4AC. Le B, c'est celui qui est ici, le A, c'est celui qui est ici, le C, c'est celui qui est ici. Et vous allez distinguer 3 cas. Le premier cas, c'est quand le discriminant est positif. Quand le discriminant est positif, la seule et unique conclusion que vous pourrez en tirer, c'est qu'il y a 2 solutions à l'équation ax carré plus bx plus c égale 0. On va exprimer ensuite ces solutions. Si le delta fait 0, vous n'avez alors qu'une seule solution à l'équation ax carré plus bx plus c égale 0. Tandis que si le delta est négatif, vous avez 0 solution. C'est-à-dire que dans cette parabole-là, on aurait associé un polynôme du second degré dont les coefficients ABC auraient renvoyé avec l'algorithme du discriminant une valeur négative. C'est ça que ça veut dire. Par exemple, si on prend un autre polynôme, c'est-à-dire une autre parabole, comme celle-ci. Ici, j'ai bien 2 intersections avec l'axe des abscisses. J'ai donc 2 solutions à l'équation ax carré plus bx plus c égale 0. Par conséquent, ici, mon discriminant est positif. Un dernier cas. Là, vous voyez que la parabole ne touche qu'une seule fois l'axe des abscisses. Par conséquent, je n'ai qu'une seule solution. Ici, mon discriminant fait 0. L'audience attentive a peut-être remarqué qu'ici, ma parabole a les antennes vers le bas, tandis qu'ici, ses antennes sont vers le haut. En fait, ça s'appelle plutôt les branches de la parabole, mais moi j'aime bien dire les antennes. Ce paramètre-là, de l'orientation de la parabole, ne dépend que du coefficient A. Ici, notre A est positif, tandis que là, notre A est négatif. J'espère que vous prenez des notes au fur et à mesure de la vidéo, sinon ça n'a pas grand intérêt. A donne une indication sur l'orientation des branches de la parabole. Je répète, si A est positif, elles sont vers le haut, si A est négatif, elles sont vers le bas. Le C, lui, donne une information sur la hauteur de la parabole. C'est-à-dire que si vous prenez les mêmes coefficients A et B, le C va simplement faire varier la hauteur de notre parabole, comme ceci. Le B, lui, va avoir un impact plus sur le placement horizontal. Vous pouvez vous amuser avec GeoGebra, je mettrai un lien dans la description sur GeoGebra, vous avez juste à faire varier A, B et C et vous vous rendrez compte de comment ça fonctionne. Alors, on va faire un exemple, parce que malheureusement, très souvent, il y a des erreurs avec l'algorithme du discriminant, surtout au début. On va faire un exemple d'utilisation de l'algorithme du discriminant parce qu'il y a souvent des erreurs et ces erreurs sont souvent les mêmes. Prenons le polynôme p de x égale 4x carré moins 11x moins 2. La première chose que je vous demande de faire, c'est d'écrire convenablement qui est A, qui est B et qui est C. La première erreur que je vois très régulièrement, c'est les élèves qui ne prennent pas en compte le signe. Le B c'est moins 11, le C c'est moins 2. Et ensuite, on peut appliquer sereinement l'algorithme du discriminant. Delta égale B au carré, donc moins 11 au carré, moins 4 fois 4 fois moins 2. Une autre erreur qui intervient fréquemment, c'est que vous oubliez les parenthèses quand vous avez un B qui est négatif. Si vous ne mettez pas les parenthèses, vous allez obtenir moins 11 au carré. 11 au carré, ça fait 121. Et au lieu d'obtenir 121, vous allez obtenir moins 121, ce qui va complètement fausser le résultat. On va développer le calcul. On a donc 121, 4 x 4, 16 x 2, 32, moins par moins, ça fait plus 32. Le résultat est donc de 153. 153 est un nombre positif, nous aurions donc un polynôme à 2 solutions. C'est-à-dire que globalement, ce polynôme, vous voyez que le A est positif et le delta est positif. Ce serait donc un polynôme qui aurait, à peu de choses près, une allure comme celle-ci. Le A est positif, les branches sont vers le haut, le discriminant est positif, strictement, il y a donc
deux solutions. On ne peut pas se contenter de connaître le nombre de solutions. Il faut que nous puissions les exprimer, ces solutions. Je poursuis donc l'algorithme du discriminant. Je m'excuse encore de ne pas fournir pour l'instant d'explications. Les explications viendront dans la partie suivante. Si mon discriminant est positif, les deux solutions s'écrivent de la manière suivante. x1, donc première solution, fait moins b, moins racine de delta sur 2a, et x2 fait moins b plus racine de delta sur 2a. Ce sont les seules formules que vous devez connaître. Pourquoi? Parce que si delta fait 0, en fait c'est la même formule. C'est simplement que le discriminant fait 0. Par conséquent, racine de 0 faisant 0, il me reste juste moins b sur 2a ici. Et ici c'est la même chose. On dit que la racine est double. Ici, plutôt que l'appeler x1, on va l'appeler x0. Et elle fait moins b sur 2a. Voilà. Ça, c'est très important. C'est vraiment très très important. Bien évidemment, si le discriminant est négatif, il n'y a pas de solution. Donc faites bien attention, soyez bien vigilants. J'observe tout le temps des élèves qui, par exemple, trouvent moins 5 pour le discriminant et commencent à m'écrire moins b, moins racine de moins 5. Non, non. Pas du tout. D'accord? On n'écrit pas ça. Quand le discriminant est négatif, il n'y a pas de solution. On s'arrête là. Maintenant que vous savez comment est-ce qu'on exprime le nombre de solutions et qu'on exprime ces dites solutions, il est l'heure de parler des différentes formes d'un polynôme du second degré. Vous voyez la forme qui est écrite là-bas, ax carré plus bx plus c, c'est ce qu'on appelle la forme développée. Je vais vous présenter premièrement la forme factorisée. C'est en fait la plus importante, car c'est un cas particulier de ce qu'on appelle le théorème fondamental de l'algèbre. Je ne développe pas, c'est écrit dans mon livre. Pour ceux qui ont la ref, c'est écrit dans mon livre, vous me la notez dans les commentaires. La forme factorisée d'un polynôme du second degré qui a deux solutions, c'est a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Prenons donc un exemple. Le polynôme 2x carré plus 3x moins 5. On commence par démarrer l'algorithme du discriminant. Le discriminant nous donne 3 au carré moins 4 fois 2 fois moins 5. Ce qui donne 9 moins 4 fois 2, 8 fois moins 5, moins 40, moins 40, plus 40, ce qui donne 49. 49 est bon signe, car 49 est un carré parfait. Pour autant, si vous ne tombez pas sur un carré parfait, ne vous dites pas que vous vous êtes trompé. Je vais donc pouvoir exprimer mes deux solutions, puisque 49 est un nombre positif. Les deux solutions s'expriment ainsi. x1 égale l'opposé de b, donc moins 3, moins la racine de 49. La racine de 49 fait 7 sur 2 fois a. 2 fois 2, ça fait 4. Moins 3 moins 7 fait moins 10. Sur 4, j'obtiens finalement, après simplification, moins 5 demi. La deuxième racine, x2, quant à elle, s'exprimerait moins 3 plus 7 sur 4. Par conséquent, nous obtiendrons 4 sur 4, faisant 1. Nous pouvons alors factoriser le polynôme grâce à la formule. A, c'est le 2. Facteur de x moins x1, c'est moins 5 demi. Donc ici, vous mettez une parenthèse, moins 5 demi. Facteur de x moins x2. Et voilà. Vous pouvez faire le test de redévelopper ça. Alors là, simplement, vous voyez bien que moins par moins, quand on enlève la parenthèse, ça fait plus. Redéveloppez ça et constatez que vous tombez là-dessus. Voilà la forme factorisée. C'est une des formes les plus importantes parce que quand on peut factoriser un polynôme, on dit que le polynôme est scindé. Quand vous ne pouvez pas factoriser un polynôme, on dit que le polynôme est irréductible. Une deuxième forme cruciale pour les polynômes du second degré est la forme canonique. Elle s'écrit comme suit. A, qui est le A qui est ici, facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Alpha et bêta sont les coordonnées du maximum ou du minimum. Je rappelle qu'un polynôme du second degré est une fonction qui est représentée par une parabole. Une parabole a donc soit un minimum, soit un maximum. Dans tous les cas, alpha vaudra moins b sur 2a et bêta vaudra moins delta sur 4a. Vous n'êtes pas obligé d'apprendre ça. Pourquoi? Parce que ce qu'on commence toujours par faire, c'est calculer l'expression de alpha. Une fois que vous avez trouvé l'expression de alpha, ce qui vous reste à faire, c'est l'injecter dans votre polynôme du second degré. Je m'explique. Un polynôme du second degré, c'est une parabole, on l'a déjà dit. Ici, une parabole avec un a positif qui a donc ses branches vers le haut. Par conséquent, nous avons un minimum. Ce minimum a pour abscisse alpha et pour ordonnée bêta. Mais qu'est-ce que bêta sinon l'image de alpha? Bêta, ce n'est rien d'autre que l'image de alpha. Par conséquent, si on prenait par exemple ce polynôme, je commencerai par calculer alpha, qui fait moins b, c'est-à-dire moins 8, sur 2a, 2 fois 2, 4. Alpha fait donc moins 2. Si je veux calculer bêta, il me reste simplement à remplacer
tous les x par des moins 2. Voilà le résultat, il suffirait de le calculer, je n'en ai pas envie, mais ça vous donnerait la valeur de bêta, qui est donc l'ordonnée du minimum dans le cas présent. Je vous propose une petite mise en pratique de deux méthodes différentes pour mettre un polynôme du second degré sous forme canonique. La première est la plus académique, et la seconde est un petit peu plus pour le bachotage, pour les élèves qui ont plus de mal. Pour mettre un polynôme du second degré sous forme canonique, on commence par factoriser par a. Après factorisation, on obtient 2 fois x carré plus 8x moins 11. Si vous redéveloppez, 2x carré, 2 fois 8, 16, 2 fois moins 11, moins 22. L'étape suivante est de concaténer notre expression. Pour concaténer l'expression, la méthode est d'ouvrir une parenthèse dans la parenthèse, de la mettre au carré, vous prenez le signe qui est ici, vous le mettez là, vous avez toujours un x à gauche, et ici, vous allez mettre la moitié du coefficient qui est devant le x. La moitié ici fait 4. Dans un premier temps, ne posez pas de questions, apprenez la méthode, admettez que ça marche, et dans la deuxième partie de la vidéo, on fera toutes les preuves afin que les élèves plus à l'aise puissent en profiter, que les élèves moins à l'aise puissent bachoter un petit peu. C'est aussi le principe de l'école, hein, c'est d'avoir des bonnes notes. Voilà, je suis obligé de m'y conformer. Le moins 11 qui est ici, vous allez le laisser, et ce que vous allez faire, c'est que vous allez retirer le carré de ce que vous avez mis ici. Et là, c'est presque terminé. Vous avez donc 2 fois x plus 4 au carré. Là, vous avez moins 11, moins 16 qui fait moins 27. Et si vous voulez vraiment finir le boulot, vous redistribuez le 2, ça vous fait 2 facteur de x plus 4 au carré moins 54. Ici, les coordonnées alpha et bêta sont, le bêta il est facile à lire, c'est moins 54, mais le alpha ne vous faites pas avoir, c'est l'opposé de ce qui est ici, c'est moins 4. Dans ce polynôme, un polynôme qui a donc un minimum parce que le a est positif, nous avons des coordonnées du maximum qui sont moins 4 et moins 54. Ça, c'est la méthode qui est académique. Encore une fois, il n'y a pas d'explication fournie, je présente juste une méthode. On peut faire encore plus simple, il suffit d'exprimer alpha et bêta et d'utiliser la formule de la forme canonique. On va commencer par calculer alpha. Alpha, c'est moins 16 sur 2 fois 2, 4, c'est-à-dire moins 4. Et bêta, c'est quoi? C'est l'image de moins 4. C'est donc 2 fois moins 4 au carré, plus 16 fois moins 4, moins 22. Et ça, si vous faites le calcul, vous allez tomber sur moins 54. J'applique donc la formule. A, ça fait 2, facteur de x moins alpha. Alpha faisant moins 4, moins 4, ça fait plus 4. Je mets bien le carré, qu'il ne faut jamais oublier, plus bêta, donc moins 54. C'est vraiment une méthode de petit marlou. Voilà. Le cours sur le polynôme du second degré est à peu près terminé. On va simplement mettre un dernier coup de polish afin que vous ayez la représentation dans un tableau du signe et des variations. Sur un tableau tout propre, je vous propose un léger récap. Un polynôme du second degré, c'est une fonction de la forme ax carré plus bx plus c. Ce n'est jamais rien d'autre que ça. Le discriminant, que l'on calcule b carré moins 4ac, nous donne une information sur le nombre de solutions et il intervient dans la formule des solutions. Donc quand il est positif, il y a deux solutions qu'on note x1 et x2, j'ai tout condensé ici, avec moins b plus et moins racine de delta sur 2a. Si le discriminant vaut 0, la seule solution se note moins b sur 2a, tandis que s'il est négatif, il n'y a pas de solution. La forme factorisée d'un polynôme du second degré est a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2 si jamais il y a deux racines. D'ailleurs, je me suis rendu compte que je n'avais pas précisé que si jamais il n'y a qu'une seule racine, ça se note comme ça. En fait, bon, vous auriez pu le déduire, mais en même temps, on ne vous demande pas de déduire des trucs. Normalement, c'est le but du cours. J'ai oublié de préciser ça. Quand il n'y a qu'une seule solution, donc quand le discriminant fait 0, en fait, c'est x moins x0 facteur de x moins x0. Donc ça fait x moins x0 au carré. La solution est donc double. La forme canonique, quant à elle, c'est a facteur de x moins alpha au carré plus bêta, avec alpha et bêta qui sont les coordonnées du minimum ou du maximum. Afin de clôturer cette séquence, je vais vous proposer quelques graphiques qui vont vous permettre d'illustrer les différents cas possibles. Essayez de le faire avec moi. Ici, nous avons une parabole qui intercepte deux fois l'axe des abscisses et qui a ses branches qui sont dirigées vers le haut. Par conséquent, notre 1 est positif, c'est l'information sur les branches, et notre discriminant est positif, c'est l'information sur le nombre de coupures avec l'axe des abscisses. Ici, les branches sont vers le haut, par conséquent, A est positif, tandis que nous n'avons qu'une seule interpolation avec l'axe des abscisses, par conséquent, delta fait 0. Ici, les branches sont vers le haut, A est donc positif, mais nous n'avons aucune interpolation avec l'axe des abscisses, par conséquent, delta est négatif. C'est la même chose de l'autre côté, ici les branches sont vers le bas, donc A
est négatif. Nous avons deux interpolations avec l'axe des abscisses, donc le discriminant est positif. Ici, nous avons une interpolation avec l'axe des abscisses, le discriminant vaut donc 0, les branches sont toujours vers le bas, donc A est négatif. Ici, les branches sont vers le bas, nous n'avons aucune interpolation, par conséquent, delta est négatif. J'en profite pour faire un point sur le signe dans les différents cas de figure. Ici, le signe est assez simple à comprendre, puisque quand nous avons un A qui est positif et deux solutions, l'alternance de signes est plus 0 en x1, ensuite on est négatif, 0 en x2, et ensuite on redevient positif. Dans un tableau de signes, on noterait comme ceci, x1, x2, là, plus l'infini, là, moins l'infini. Ici, vous mettez vos barres, votre 0, et vous commencez par plus, ensuite vous mettez votre moins, et vous remettez votre plus. En fait, le premier signe, c'est le signe de A. Quand A est positif, vous commencez par mettre plus. Ici, vous voyez que l'alternance de signes, c'est moins 0, plus 0, moins. C'est exactement l'inverse que là-bas. On va noter moins l'infini, x1, x2, plus l'infini, 0, 0, moins 0, plus 0, moins 0, plus 0, moins. Voilà pour le signe d'un polynôme du degré 2. Mettez du sens dans les choses et vous allez voir que tout sera simple en fait. N'apprenez pas, ok, dans ce cas-là, c'est comme ça, ok, le tableau il est comme ça, il y a 28 cases, ok, je dois connaître tout. Non, on s'en sort pas, enfin, je veux dire, c'est vachement facile, c'est une parabole, donc il y a au plus de solutions. Après, l'alternance de signes, elle se déduit facilement. Ici, c'est toujours positif, ici, c'est toujours positif, mais c'est nul à un seul endroit, ici. Enfin, vous voyez, mettez du sens, ça, j'ai même pas envie d'expliquer, c'est pas que j'ai la flemme, c'est simplement que je pense que un élève de première spé maths doit avoir les capacités déductives pour faire ce genre de choses. Un autre point important, après je passe à la démonstration de la forme canonique, c'est ce qu'on appelle la complétion du carré, ce qui va nous permettre de retrouver un petit peu tout ça pour ceux qui veulent s'avancer un petit peu. Nous avons un axe de symétrie verticale. C'est également une des propriétés des paraboles que j'évoque dans mon livre. Et ici, nous avons notre alpha, ici nous avons notre bêta. Ce que je veux dire par là, c'est que dans un cas comme ça, vous voyez bien qu'on a une décroissance, puis une croissance. C'est-à-dire que quand A est positif, notre fonction décroît jusqu'à alpha, c'est-à-dire jusqu'à moins b sur 2a, et croît ensuite jusqu'à l'infini. C'est pareil ici. Décroît, croît. Ici, c'est moins b sur 2a. Décroît, croît. Ici, c'est moins b sur 2a. Ici, à l'inverse, on croît puis on décroît, mais ici, c'est quand même moins b sur 2a, etc., etc. Pour ceux qui n'en ont rien à faire de l'algèbre, mettez un petit commentaire, partagez à vos amis, achetez mon livre, 26 balles ou 10 balles au format PDF, et je vous dis à très vite. Pour ne pas me faire taxer de charlatan, je vous propose donc la démonstration officielle de la mise sous forme canonique. Donc c'est la complétion du carré. Historiquement, vraisemblablement, la complétion du carré, c'est algorithmie. Algorithmie, algorithme, algèbre, voilà ce qu'on va faire. Le premier point, c'est de factoriser par A. Donc si je factorise par A, je me retrouve avec A fois x carré plus b sur A x plus c sur A, toujours égal à 0. Nous avons là un produit qui doit faire 0. A est supposé non nul dans les polynômes de degré 2. Par conséquent, A étant non nul, cette ligne est équivalente à celle-là. Ça revient à chercher quand est-ce que x carré plus b sur A, x plus c sur A fait 0. Là maintenant, l'idée c'est d'essayer de concaténer notre expression de la forme x plus quelque chose au carré plus quelque chose égale à 0. Par conséquent, on n'aura plus qu'à passer à la racine carrée pour trouver le résultat. Ici, vous comprenez bien qu'on ne peut pas passer à la racine carrée parce que la racine carrée d'une somme, ce n'est pas la somme des racines carrées. C'est ça qui pose problème. Alors, l'idée ici, c'est là que ça va vous demander un petit peu de concentration. Ce serait de se retrouver avec un x plus quelque chose au carré qui soit égal, je vais me laisser un peu de place, à x carré plus b sur a x plus c sur a. Alors là, ici, il y a encore un plus quelque chose en réalité, mais on va voir après. Donc l'idée, c'est qu'on va faire des tests. On va prendre x plus, vous voyez, on a un b sur a ici, donc qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas m'embêter, je vais prendre b sur a au carré. Si je fais ça et que je développe, j'obtiens, alors ces deux lignes qui sont indépendantes, d'accord, ce sont des calculs indépendants, x carré plus 2b sur a x plus b carré sur a au carré. Ok, le x carré, je suis bon. B sur ax, je suis bon, mais sauf que j'ai un 2 ici qui est embêtant. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour compenser? En fait, on va diviser par 2 ici. Donc on va recommencer ici. Je vais prendre x plus b sur 2a
et je le mets au carré. Ça me fait x carré plus, je vous laisse faire le calcul, b sur a x plus b carré, attention, sur 4a au carré. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, on obtient déjà la bonne première partie. La première partie, elle est OK. Le problème, c'est qu'il nous manque ici notre C sur A pour arriver à nos fins. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter un C sur A ici, et donc un C sur A ici. Et vous voyez également que là, nous avons obtenu donc notre x carré plus b sur ax plus c sur a, exactement ce qu'on veut, mais on a un terme parasite ici. Et donc, ce terme parasite, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire passer de l'autre côté. J'ai donc un moins b carré sur 4a au carré. Je viens de parvenir à concaténer mon expression. Et donc là, vous voyez, hein, pour ceux qui ont suivi, on retrouve notre b sur 2a qui est en fait notre alpha. Donc plus c sur a moins b carré sur 4a au carré. Je vous rappelle, jeunes gens, que notre expression, notre objectif, c'est de trouver égal à 0. Donc notre x carré plus b sur ax plus c sur a, concrètement, c'est égal à 0. Donc ça, je vais l'enlever, je vais faire un petit peu de propre au passage. Tout ça égal à 0. Bon, parfait. Bah là, je crois que l'affaire est dans le sac. Il nous suffit de mettre ça au même dénominateur, de le passer de l'autre côté, passer à la racine carrée, et tout sera dans la boîte. On a donc x plus b sur 2a au carré. Là, ici, pour mettre au même dénominateur, vous voyez que j'ai un 4a au carré et j'ai un a ici. Il me suffirait de multiplier par 4a en haut et en bas. Et du coup, j'obtiens ça, hein, si je mets directement au même dénominateur. Voilà ce qu'on obtient. Je passe cette chose-là de l'autre côté. Je me mets à côté ici, justement. X plus b sur 2a, bah, je le mets au carré. Et si je passe tout ça de l'autre côté, si je suis à l'aise avec l'algèbre, j'obtiens moins. J'obtiens b au carré moins 4ac sur 4a au carré. Mais mon objectif, c'était de pouvoir passer à la racine carrée. Eh bien, allons-y gaiement. X plus b sur 2a. Si je passe à la racine carrée, j'enlève le carré. Mais c'est égal à quoi? C'est égal, et là, attention les puristes, ne me sautez pas dessus, à b carré moins 4ac. Mais vous savez bien que quand on passe à la racine carrée, il faut mettre cet opérateur plus ou moins. Enfin, c'est plutôt un plus et moins. Et qu'est-ce qui, multiplié par lui-même, donne 4a carré? 2a. 2a fois 2a, ça fait 4a carré. Alors, c'est ici où vous retrouvez notre discriminant b carré moins 4ac. C'est pour ça que si delta est négatif, il n'y a pas de solution. Parce que sinon, on aurait la racine carrée d'un nombre négatif, qui n'a pas de sens. Je passe mon b de l'autre côté, et je retrouve avec x égale. Eh bien, vu que c'est déjà sur 2a, je vais tout mettre sur 2a. Ça me fait moins b, plus et moins racine de, bah, du coup j'écris delta, sur 2a. Voilà d'où ça provient. Si le delta fait 0, j'obtiens bien ça. Donc ça, c'est la complétion du carré. Vous allez regarder la vidéo de Pascal Bourdeau que j'ai mise dans la description parce qu'elle est excellente. Il a fait un super truc, on comprend super bien la démarche d'Al-Khwarizmi. Et donc ça, c'est pour la mise sous forme canonique, de manière vraiment puristique, si je puis dire. Je vous montre un dernier truc que j'ai évoqué dans le bouquin, qui sont les formules de Viette. Les formules de Viette, c'est les relations coefficient-racine. Donc, en même temps que je fais du propre, je vais en parler. En fait, c'est très simple, les formules de Viette. Et ça permet de trouver ce qu'on appelle des racines évidentes. Parce qu'on n'est pas toujours obligé de s'embêter à faire le discriminant. Alors, au début, bien évidemment, c'est ce que vous allez faire. Vous allez toujours calculer le discriminant pour vous échauffer, c'est normal. Mais au bout d'un moment, surtout quand vous allez mûrir et que vous allez passer dans les classes supérieures, vous n'allez plus faire ça. Enfin, du moins, ce sera assez mal vu d'utiliser le discriminant pour faire des, comment dire, pour résoudre des équations polynômes degré 2, somme toute basiques. Alors, en fait, la preuve, je fais pas la preuve là parce que la vidéo va être trop longue et j'ai peur que ceux qui ont besoin de la première partie ne cliquent pas juste parce qu'ils vont écrire 45 minutes. Donc, on reprend un polynôme de degré 2, ax carré plus bx plus c. En fait, on sait que la somme des racines, donc x1 plus x2, si elles existent, hein, bien entendu, c'est égal à moins b sur a. D'accord? Et que le produit des racines, c'est égal à c sur a. On va prendre un exemple avec ce polynôme-là. Eh bien, je sais que la somme des racines, x1 plus x2, c'est égal à l'opposé de b, donc moins 5, sur a. Donc a fait 1, donc ça fait juste moins 5. Et ensuite, je sais que le produit des racines, x1 fois x2, c'est égal à c sur a, c'est-à-dire que ça fait moins 6, tout simplement. On cherche deux nombres qui, quand on les additionne, donnent moins 5 et quand on les multiplie, donnent moins 6.
Bon, c'est pas hyper compliqué, on voit bien qu'il va y avoir du 1 et du moins 6. 1 fois moins 6, ça fait moins 6. 1 moins 6, ça fait moins 5. Donc nos solutions, c'est 1 et moins 6. 1 au carré plus 5 fois 1 moins 6, ça fait bien 0. Et moins 6 au carré plus 5 fois moins 6, ça fait bien 0. Voilà, ce sont les formules de Viette. François Viette. J'avais envie d'en faire une vidéo sur ce monsieur parce qu'il est incroyable. Mais ça me demande trop de travail pour l'instant. Donc voilà. Si ça vous intéresse d'approfondir, eh bien, vous achetez mon bouquin. Je vous le rappelle, donc il est en vente sur Amazon. 26 balles en écriture, 10 balles en PDF. Vous avez à la fin des vrais-faux, des fiches récapitulatives, des exercices. Enfin voilà, vraiment, c'est le meilleur investissement que vous puissiez faire pour cette année. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très vite.